rencontrer Madame Marie-André Altier, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon, Monsieur Jean-Marie Blanc est excusé à donner pouvoir à Monsieur Jean-Yves Maréchal, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclé, Madame Marie Calero, Madame Laurence Desfonds-Fargeon, Monsieur Hervé Flogère, Monsieur Juan Garcia, Madame Laure Giton, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean-Marc Garinos, Madame Myriam Gutierrez, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Jean-Pierre Lambertin est excusé à donner pouvoir à Monsieur Hervé Flogère, Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racamier, Monsieur Claude Raoux, Madame Cathy Ricard, Madame Bruna Romanini, Monsieur Benoît Sanchez, Madame Anne-Marie Souffeton est excusée et a donné pouvoir à Madame Sylvie Bonifaci, Madame Virginie Vicente est excusée et a donné pouvoir à Madame Marie-André Altier et Monsieur André Vigli. Bien, chers collègues, avant de démarrer cette séance, vous l'avez peut-être appris, nous avons appris dans la journée avec beaucoup de tristesse la disparition de Monsieur Patrice Comte, ancien directeur de l'école de musique de Mondragon, ancien directeur du conservatoire municipal de musique André Armand de la ville de Bolène. Notre territoire perd un infatigable défenseur de la musique traditionnelle et de la Provence et de la musique globalement, amoureux, passionné de musique notamment, de la musique traditionnelle. Il a beaucoup œuvré pour de nombreuses générations d'élèves, de l'éveil musical. Il devait commencer ses cours demain sur le galoubet tambourin avec les petites sections, des élèves en situation de handicap avec le bao pao et jusqu'aux adultes, même retraités. Il continuait à transmettre sa passion à l'école de musique de La Palue et de Mondragon notamment. Il enseignait le tambouret, le galoubet tambourin et il continuait de s'investir auprès de différents publics, toujours avec bienveillance et professionnalisme. Aussi, je souhaiterais que nous puissions observer une minute de silence en sa mémoire, s'il vous plaît. Je vous remercie. Vous savez que notre Assemblée avait délibéré pour qu'il puisse émettre avec son fils Valentin un disque livré qui devait sortir dans quelques semaines, qui avait été enregistré à la Cigalière. Et donc, au nom de l'Assemblée intercommunale, comme j'ai pu le faire dans l'après-midi, j'adresse à son épouse Mireille, à ses enfants Anaïs et Valentin, ainsi qu'à toute sa famille, nos plus sincères condoléances. La question numéro 1, il s'agit du secrétariat de séance. Conformément au Code général des collectivités territoriales, il est proposé à l'Assemblée de désigner notre secrétaire de séance. Il est proposé Madame Laurence Desfonds-Fargeon, qui s'abstient. La Ligue du Sud, qui est contre à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport suivant, il concerne la séance du 11 juin dernier sur l'approbation du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le rapport numéro 3, il s'agit d'une convention de partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie de Vaucluse. Et c'est Madame Desfonds-Fargeon qui est rapporteure. Bonsoir. Donc nous avons souhaité mettre en place un certain nombre de dispositifs qui visent à permettre aux jeunes de notre territoire de construire leur avenir sur leur territoire, sur Bolène, sur les communes de la CCRLP. Et dans ce cadre, ont été organisées des tables rondes qui ont eu lieu donc en juin 2023 et octobre 2023 avec l'ensemble des acteurs et partenaires économiques du territoire et qui ont permis d'identifier les besoins des entreprises en termes de recrutement et notamment sur les métiers en tension
ainsi que les besoins de nos jeunes en termes de formation, d'accompagnement et de découverte des entreprises et du milieu professionnel de la CCRLP. À la suite de ces tables rondes, des dispositifs ont pu être mis en place dès 2024, tels que le Forum Avenir Jeunes, des conventions de partenariat avec les établissements scolaires ou encore des visites d'entreprises en partenariat avec la CCRLP. En cette rentrée scolaire, cela se traduit par un nouveau partenariat avec le campus de la CCI d'Avignon, qui concerne l'ouverture d'une antenne sur le territoire de la communauté de communes à Bolène, donc d'une antenne de l'école hôtelière d'Avignon. Ce campus s'adressera aux jeunes de 16 à 29 ans par la voie de l'alternance et en lien donc avec les entreprises de notre territoire. Dans ce cadre, la CCRLP mettra à disposition de l'école hôtelière d'Avignon un outil intercommunal qui est la cuisine centrale, donc un local de 700 mètres carrés, pour que la formation pratique puisse se dérouler donc, les après-midi lorsque ce local n'est pas utilisé donc, pour la restauration scolaire. La CCI, de son côté, assurera le volet pédagogique de la formation donc, de ces jeunes. Les formations qui vont être dispensées dans le cadre de ce campus seront définies en partenariat entre la CCI et les représentants de la CCRLP, donc dans le cadre d'un comité de pilotage, dont je vous dirai quelques mots dans une minute. Pour le démarrage de ce campus, et donc pour l'année scolaire 2024-2025, il y a 2 formations qui seront mises en place. La première, c'est commis de cuisine, qui doit commencer fin octobre, début novembre. Et la seconde, c'est employé polyvalent de restauration. Ces 2 formations, comme l'ensemble d'ailleurs des formations qui seront par la suite dispensées par le campus, conduisent à l'obtention de titres professionnels. Et les jeunes donc, qui seront diplômés seront tous diplômés de l'école hôtelière d'Avignon. Par la suite, et donc après cette première année, l'offre de formation sera enrichie et adaptée à la fois en fonction des besoins des entreprises et en fonction des besoins des jeunes du territoire. Pour la mise en route et le suivi de ce partenariat, doit être mis en place un comité de pilotage qui sera composé de 8 membres de manière paritaire, à savoir donc pour la CCI de Vaucluse 2 élus, messieurs Mathieu et Hémin, et 2 permanents, messieurs Delattre et Leroy. Pour la CCRLP, 2 élus, monsieur Zilio et moi-même, et 2 techniciens, la directrice générale des services ou son représentant, et la directrice du pôle développement économique ou son représentant. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver les termes de cette convention de partenariat entre la CCI et la CCRLP, donc sur la mise en place d'une annexe de l'école hôtelière d'Avignon, et de désigner les représentants suivants pour siéger au sein du comité de pilotage paritaire, donc 2 élus, M. Zillo et moi-même, et 2 techniciens, la directrice générale des services et la directrice du pôle développement économique. Et enfin, il revient au Conseil communautaire d'autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? L'occasion de saluer la CCI et notamment son président Gilbert Marcelli pour la confiance qu'il nous fait de pouvoir occuper nos infrastructures dans la cuisine centrale. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 4, il s'agit d'une convention d'objectifs entre notre collectivité et l'association du numérique qui vient s'ajouter aux précédentes délibérations, notamment dans le cadre d'une convention qui s'engage à assurer des missions d'accompagnement individuel qui s'appelle un dispositif Faire à la place personnalisé et gratuit d'aide à la rédaction de courrier qui est accompagné par le conseil départemental et pour lequel il y a une participation de notre collectivité sur des missions d'information, de conseil et d'accompagnement à la compréhension des textes législatifs et qui fait appel aussi à des dispositions permettant à informer chaque personne de la démarche et pour la consultation et le suivi de sa demande, etc., etc., de permettre d'orienter et d'informer les usagers vers des services appropriés. Il est donc proposé, suite à la commission qui s'est réunie, d'attribuer une subvention annuelle d'un montant de 9 000 € dans le cadre de la convention d'objectifs entre la CCRLP et l'association du numérique. Dire que les fonds seront prélevés sur le budget principal en cours aux nature et fonctions prévues à cet effet et m'autoriser à signer cette convention que vous avez en annexe.
Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport suivant, il s'agit du renouvellement du dispositif d'aide au permis pour l'année 2024. C'est l'actualisation de la convention type. Madame Desfonds ou Madame Arnaud, je ne sais pas. Madame Desfonds. Alors, il s'agit effectivement donc, de renouveler le dispositif que vous connaissez déjà d'aide au permis de conduire, qui a été mis en place depuis quelques années par la CCRLP, et donc d'actualiser son règlement en y apportant quelques modifications. Donc la communauté de communes a fait le choix d'accompagner les projets professionnels des jeunes du territoire et donc de favoriser leur insertion professionnelle. On le sait, l'obtention du permis de conduire est souvent la condition sine qua non pour accéder à un premier emploi, à une alternance ou à une formation. Et donc la CCRLP a fait le choix de contribuer à l'obtention de ce permis par une aide. Cette aide représente 500 €, donc, qui est donnée aux jeunes dans le cadre de la formation. Les dossiers sont instruits par la mission locale du Haut-Vaucluse ainsi que par le point information jeunesse et donc par le maire de chaque commune concernée donc pour l'attribution de cette obtention. Le règlement de ce dispositif d'aide vient donc subir quelques modifications, notamment pour l'adapter à l'abaissement de l'âge d'obtention du permis de conduire, donc, puisque désormais le permis de conduire peut être obtenu dès l'âge de 17 ans. Donc on vient préciser cet élément, le stage, puisque l'obtention de l'aide est conditionnée par la réalisation d'un stage dans les services, soit de la communauté de communes, soit d'une des communes membres. Donc il s'agit d'un stage de 5 jours, au sein, je vous le disais, des services de la CCRLP ou de l'une des communes membres. Enfin, il est précisé que l'aide pourra être accordée si le permis de conduire est nécessaire pour accéder soit à une formation, soit à un emploi, soit à une formation ou un emploi par alternance. Il est donc proposé au Conseil communautaire de délibérer et d'approuver les modalités techniques et financières d'attribution de cette bourse au permis de conduire, qui est versée directement donc, aux auto-écoles du territoire Rhône-Lens-Provence, de fixer le montant de cette bourse, comme je vous le disais, à 500 € et l'enveloppe annuelle de ce dispositif représentera 10 000 € pour l'année 2024, d'actualiser le règlement et la convention d'engagement type relative à la dite bourse et enfin d'autoriser le président à signer cette convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci Madame. Peut-être préciser que c'est en partenariat avec la mission locale du Haut-Vaucluse et au travers du point information jeunesse. Sur les 5 dernières années, depuis que nous avons mis en place ce dispositif, nous avons accompagné 60 jeunes pour passer le permis en contrepartie d'un stage dans notre collectivité, auquel s'ajoutent les 20 dossiers que nous vous proposons, et répartis sur l'ensemble du territoire. J'y tiens, les 5 communes ont des jeunes qui ont été envoyés pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le rapport suivant, il s'agit d'une convention pour la participation d'intervenants extérieurs réguliers rémunérés à l'enseignement de la natation. Monsieur Flogère, vous avez la parole. Merci Président, Mesdames et Messieurs, bonsoir. La CCRLP met à disposition des écoles de Bolène, Napali, Mondragon et Mornas sa piscine. Chaque classe disposera d'un créneau d'apprentissage aux activités aquatiques. Aucun public ne sera accepté sur ces créneaux. La qualification des personnels rémunérés répond aux exigences de l'éducation nationale. La présente convention consentit à titre gratuit à une durée d'une année scolaire, renouvelée par tacite reconduction sous réserve de produire l'agrément des intervenants. Vous êtes appelés à délibérer pour approuver les termes de la convention fixant les conditions générales d'organisation et de concertation préalable à la mise en œuvre des activités, et d'autoriser le président à signer cette convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci Monsieur Flogère. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant, il s'agit d'une convention relative à la participation financière régionale
pour l'utilisation d'un équipement sportif intercommunal. Monsieur Flogère. Oui, merci. Vu la convention relative à la participation financière régionale pour l'utilisation d'un équipement sportif intercommunal par un ou plusieurs lycées publics ou privés sous contrat d'association année 2023-2024. Considérant que la communauté de communes met à disposition l'espace aquatique intercommunal pour la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive du lycée Lucie Aubrac de Bolène, le conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver les termes de la convention à passer avec le conseil régional définissant les modalités financières d'accès des élèves du lycée Lucie Aubrac à l'espace aquatique intercommunal. Autoriser le président à signer cette convention à tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant, il s'agit d'une subvention exceptionnelle pour l'organisation, rapport numéro 8, pour l'organisation de 2 randonnées de l'association du Beau Cyclo Bolénois, l'organisation de manifestations sportives qui sont la Gravelaise et le Roc du Barry, et notamment un projet qui présente un coût de 11 200 € et qu'à ce titre, il a été demandé une subvention exceptionnelle qui vous est proposée à hauteur de 1 500 € au titre de l'organisation des manifestations sportives 2024 proposées par l'association du Beau Cyclo Bolénois. Il vous est proposé donc de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier, d'attribuer cette somme et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget annexe Office de tourisme en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 9, il s'agit d'une consultation de l'État, par l'État des collectivités dans le cadre des exceptions. Madame Ricard. Merci, Président. Considérant que CNR, filiale à 100% de la Compagnie nationale du Rhône, porte un projet photovoltaïque flottant sur la carrière du secteur du Gagne-Pain situé sur la commune de Mondragon, dont l'extraction s'est terminée en 2022. L'ensemble du secteur est en zone rouge du PPRI du Rhône, considérant qu'au terme de la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, loi APER, le PPRI peut prévoir des exceptions ou interdiction à l'implantation de centrales solaires dès lors qu'il n'en résulte pas une aggravation des risques. Considérant que Monsieur le préfet de Vaucluse, en date du 24 juillet 2024, sollicite les maires et présidents d'EPCI pour prévoir explicitement la possibilité d'implanter des centrales solaires au sein de la zone rouge du PPRI, sous réserve de justifier la non-aggravation des risques, considérant enfin le courrier du maire de la commune de Mondragon, en date du 27 août 2024, qu'au regard des éléments mentionnés, il proposera au prochain conseil municipal d'émettre un avis favorable à la proposition de déroger aux règles du PPRI du Rhône par Monsieur le préfet de Vaucluse. Le conseil communautaire est appelé à délibérer ce soir pour émettre un avis favorable à la proposition de déroger aux règles du PPRI du Rhône par Monsieur le préfet de Vaucluse. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Mossy. Juste, à juste titre, le préfet nous demande notre avis. Est-ce qu'on a une analyse de risque? Parce que de mémoire de Mondragonais, je pense que les 2,50 m de niveau de débordement du Rhône, on les a connus à ce niveau-là. Donc si les digues, on suppose qu'elles sont entretenues, venaient quand même à lâcher, on peut supposer qu'on aurait un grand courant d'eau et un risque de retrouver des panneaux solaires de Mornas à Arles, comme on a pu le connaître lors de certains débordements du Rhône. Donc est-ce qu'il y a eu une analyse de risque pour pouvoir se prononcer en disant il n'y a pas de risque? Alors sur ce rapport qui vous est présenté, d'abord nous avons suivi la logique qui est toujours la même, celle de valider après avis du conseil municipal qui sera proposé chez vous. La deuxième, c'est que les services de l'État ne disent pas qu'il n'y aura pas de risque, dans ce que j'en comprends, mais demandent aux porteurs de projets, c'est dans les dispositions de l'arrêté ou du courrier que me fait le préfet du 24 juillet, que vous avez sûrement en annexe, que les dispositions, les installations doivent prendre en compte la crue de référence
celle qui est jusqu'alors, si c'est toujours le même, le service des eaux dirigé par M. Croze à la préfecture, qui lui a classé les digues si elles étaient avec un risque. D'ailleurs, c'est cet état de transfert et d'étude de digues qui a permis de transférer GEMAPI aux communautés de communes, parce que l'État a classé des digues avec un risque d'inondation ou pas. Donc il ne s'agit pas là de venir juger de l'opportunité et du projet et du danger que cela occasionnerait dans le cas d'un tel projet, puisque si le projet qui est déposé, de ce que j'en comprends, je ne suis pas préfet, venait à accentuer le risque de crue, du niveau de crue de référence, c'est ce qui est écrit dans le courrier, qui a été transmis à l'ensemble des présidents de SCOT, de communautés de communes et les maires concernés, et l'impact sur la ligne d'eau, la transparence hydraulique maximale de l'installation, y compris des clôtures ou autres, alors je pense que l'avis du préfet, de toute façon, est souverain. Quant aux installations qui produisent de l'électricité, vous savez qu'elles sont soumises et régies par un arrêté préfectoral qui est de la libre appréciation de l'État de autoriser ou pas, comme ça a été d'ailleurs le cas sur le plan d'eau de Piolinc, lorsqu'ils ont mis en place une serre flottante photovoltaïque avec la société Acuo Énergie. Donc voilà ce que je peux vous répondre. C'est pas que je jette le projet à la touche, c'est juste que le préfet ne nous demande pas de nous positionner, monsieur le maire de Mondragon. Donc il a été effectivement fait une étude approfondie. Et la crue historique de référence de 1856 a été prise en compte dans le cadre de ces travaux-là. Donc tout est prévu pour que ça résiste à une crue centennale et historique de 1856, qui représente la crue de référence dans le secteur. Voilà. Merci. Donc il nous faut délibérer cet avis sur le rapport numéro 9. Donc la question, c'est émettre un avis favorable. Qui s'abstient? La Ligue du Sud et M. Mossy. Qui est contre? À l'unanimité, je vous en remercie. Le rapport suivant, il s'agit d'élaboration et de mise en œuvre d'un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés et de la création de la commission consultation, élaboration et de suivi du programme. Madame Ricard. Oui, Président, donc nous avions déjà abordé ce sujet concernant ce plan. Il s'agit ici d'avancer sur la méthode et les moyens à mettre en œuvre. Donc je lis, considérant que ce plan est un programme d'action de 6 ans ayant pour objet de coordonner l'ensemble des actions entreprises en vue d'assurer la réalisation des objectifs de réduction des déchets, considérant le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, Ambition Territoire 2030, qui a été adopté en assemblée plénière le 19 décembre 2019 et est entré en vigueur le 10 avril 2020, et sa procédure de modification engagée en 2022. Considérant que la loi en vigueur sur la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire fixe de nouveaux objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production de déchets qui sont notamment codifiés au Code de l'environnement, considérant que ce programme de prévention des déchets permet également de suivre l'évolution des impacts des mesures prises à partir d'un point zéro, d'identifier des freins et des leviers d'optimisation et aussi de dégager des priorités et de les hiérarchiser, considérant que ce plan pour la CCRLP se déroulera sur la période de 2025 à 2031 et qu'il est révisable partiellement ou totalement tous les 6 ans. Considérant que la constitution d'une commission consultative d'élaboration et de suivi du dit programme local de prévention est imposée par le décret du mois de juin 2015, considérant que la CCES aura notamment pour mission de donner son avis sur le projet de plan avant que celui-ci ne soit arrêté par l'exécutif, conformément à l'article du Code de l'environnement, qu'un bilan du programme lui est présenté chaque année et qu'elle évalue ce plan tous les 6 ans, considérant tous les articles donc afférents au Code de l'environnement. La CCRLP fixe librement la composition
de cette commission, nomme son président et désigne le service chargé de son secrétariat afin qu'elle puisse ensuite définir son programme de travail, son mode de fonctionnement et les modalités de concertation avec les acteurs concernés par la prévention des déchets ménagers et assimilés sur le territoire qui ne sont pas représentés dans la commission. Considérant que dans un objectif de concertation et de représentation du plus grand nombre des acteurs concernés par le sujet, sont proposés pour constituer cette commission, je lis donc, le président de la CCRLP ou le représentant qu'il désigne à cet effet, les représentants de la commission gestion et prévention des déchets, et d'inviter chaque fois que nécessaire, selon le sujet, des experts externes, professionnels du territoire, représentants associatifs, élus, usagers, tout regard qui pourrait nous apporter un éclairage. Considérant que le service de la gestion des déchets de la CCRLP sera chargé du secrétariat de la commission, le conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver l'engagement de la CCRLP, approuver la création et la constitution de la commission, approuver la désignation du président et du représentant qu'il désigne à cet effet comme président de la commission, autoriser le président de la CCRLP à désigner les experts, désigner le pôle administratif du service public de la gestion des déchets de la CCRLP pour assurer le secrétariat de cette commission, dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet, et enfin autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci Mme Ricard. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport suivant, il s'agit du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers pour l'année 2023. Mme Ricard. Considérant que les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers assimilés ont l'obligation de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers assimilés, ce rapport, donc, sera remis après validation par le conseil communautaire aux communes membres afin qu'il soit présenté aux conseils municipaux pour information et qu'il puisse être mis à disposition du public dans chaque commune. Le conseil communautaire est donc appelé aujourd'hui à prendre acte de ce rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets, année 2023, joint à la présente délibération que vous avez tous eue et que je suppose vous avez tous lue avec beaucoup d'attention. En dehors de cette présentation, donc, je me permets quelques commentaires et puis mettre un peu en relief quelques points qui me paraissent importants. Évidemment, je ne vais pas vous faire la lecture des 27 pages de ce rapport, sinon que de remercier l'ensemble des services qui se sont mis à la tâche pour vous rendre les choses les plus compréhensibles possibles et en tout cas les porter avec la totale transparence qu'il se doit. Donc je voudrais rappeler et profiter de ce bilan pour dire que 2023 a été une année très importante pour le service déchets. On en a déjà parlé, mais il est bon de le rappeler ici. Ça a été une année très importante, une année certainement charnière dans la gestion de ce service, avec, sur un premier point, le travail important mené sur la structuration du service. On en a déjà parlé, mais je veux ici rappeler qu'en effet, 2023 était l'année de la constitution d'une équipe absolument dédiée, aussi bien pour les déchetteries que pour l'ensemble des missions. Vous rappelez ici la reprise en régie de la déchetterie de Bolène, qui s'est vue quelque peu transformée, je suppose que tout le monde a pu le constater. Une équipe dédiée signifie plus d'efficacité et aussi un vrai service au public. Alors le vrai service au public, eh bien, c'est à travers la gestion des déchetteries, évidemment, mais pas que. C'est aussi la collecte en régie des cartons auprès des commerçants, ce qui est très, très apprécié sur notre territoire.
C'est aussi la collecte du papier dans l'ensemble de nos écoles, et ce n'est pas un détail. C'est aussi la collecte des sapins de Noël sur l'ensemble du territoire. C'est aussi l'entretien du parc des bacs qui demande sans cesse des réparations, des aménagements, des bricolages divers que nos services aujourd'hui peuvent entretenir comme il se doit. Et enfin, d'une brigade verte lorsqu'il faut intervenir en urgence sur les points de collecte ou de dépôt de déchets. C'est une année donc importante avec ce premier travail de restructuration et de structuration d'un service dédié. Aussi une année charnière et très importante avec le travail engagé sur le traitement des biodéchets à la source et leur valorisation. Je veux rappeler ici donc les actions que nous avons entreprises en 2023 avec la vente à prix réduit de composteurs individuels afin de pouvoir traiter vraiment la source, c'est-à-dire à partir, à côté de vos cuisines, de nos cuisines, de pouvoir traiter ces déchets. Je veux rappeler ici, il a déjà été dit, mais il est bon de souligner le succès de cette action, puisque à ce jour, donc 750 composteurs individuels ont été récupérés par nos administrés. 200 nouveaux composteurs individuels arrivent et seront mis à disposition pour compléter les demandes en cours et sur liste d'attente à partir de lundi, si ma mémoire est bonne, où ils seront déposés, donc, comme pour les premiers, à la déchetterie de Mondragon. L'année 2023, donc, c'est le travail engagé aussi depuis sur les déchetteries avec la réorientation des déchets professionnels vers les filières de métiers aujourd'hui structurées. La réflexion a été menée depuis plusieurs mois, depuis presque trop longtemps, mais il fallait, pour passer à l'action, pouvoir avoir des réponses pour les professionnels, ne pas les lâcher dans la nature et ne pas les laisser face aux soucis de leurs déchets. Et pour cela, sous l'impulsion du gouvernement, les filières se sont structurées. Donc, nous étions prêts à pouvoir annoncer aux professionnels que les déchetteries ne recevraient plus leurs déchets professionnels et qu'il faudrait donc pour eux s'organiser. Là aussi, là où on attendait des grincements de dents, eh bien écoutez, tout s'est très bien passé parce que la réponse sur le territoire, les réponses sur le territoire sont là. Et donc tout s'est mené avec beaucoup de bienveillance et de compréhension. Quelques points encore à améliorer, mais des épiphénomènes que nous sommes en train de traiter. Enfin, rappeler, bien que 2023 a vu la poursuite et la confirmation du pari réussi de la ressourcerie, qui poursuit sa progression. Et là, on peut se dire vraiment que le pari est réussi socialement d'abord, et je voudrais dire d'abord socialement, avec des emplois à la clé de cette façon de recycler nos déchets. Et puis un pari réussi, évidemment, sur la promotion du réemploi, puisque tous ces déchets, qui ne sont plus des déchets, mais du réemploi possible à des coûts très accessibles, nous permettent donc de parler de succès, puisque vous voyez, tous ans après, si vous allez à la ressourcerie régulièrement, vous pouvez voir tout ce que je vous dis en vrai de vos yeux et même en profiter certainement. 2023, donc je le disais, c'est l'année de profonds changements, mais qui seront mesurés pour les premiers éléments. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes sur la bonne voie. 2024 verra des mesures très factuelles et des mesures qui confirmeront que nous avons fait les bons choix. C'est ce qui fait de ce bilan un bilan un peu frustrant parce que nous avons beaucoup travaillé, mais la mesure se fera réellement et efficacement en 2024. Ceci dit, les premiers éléments nous confortent dans le choix que nous avons fait sur les actions diverses menées. Sur l'aspect financier,
2023 sera l'année, et c'est moins réjouissant évidemment, de l'augmentation de la taxe des ordures ménagères. Une nécessité plus qu'un choix pour se rapprocher de la conformité. Aucun élu ne prend cette décision avec gaieté au cœur. La raison se doit parfois d'accompagner nos budgets et puis aussi le devoir de répondre à une réglementation et donc à des invitations de gestion où nous devons tendre vers l'assimilation financière de nos dépenses par la taxe que nous récoltons. Malgré ce, vous remarquerez un différentiel qui persiste. Encore plus de 300 000 euros, donc, où il nous faudra abonder avec le budget général pour les dépenses de fonctionnement. 3 raisons à cela. Les 3 raisons, c'est d'abord les frais de personnel, avec cette restructuration qui a nécessité donc une augmentation des charges de personnel. Ensuite, donc, une adhésion au CIP en année pleine, puisque l'année précédente, on avait une adhésion sur une demi-année, puisqu'on a adhéré au CIP de mémoire le 1er juillet, me semble-t-il. Donc, ça nous faisait une demi-adhésion. 2023 verra donc une adhésion dans sa totalité. Et enfin, une régularisation de facturation, puisque le système mis en place de versement au budget du CIP sur les dépenses de traitement de nos déchets se font par facturation forfaitaire qui se régularise en fin d'année. Et nous avons payé plus que ce qu'il fallait, puisque nous avons consommé moins que prévu. Donc, ce qui a été dépensé en plus a été versé que sur l'année 2024. Donc, vous retrouverez ce chiffre sur l'année 2024, mais il est là en dépenses sur l'année 2023. Vous remarquerez aussi une augmentation des dépenses d'investissement, mais ça, c'est un choix pour engager dès l'année 2023 eh bien, des besoins d'équipement pour pouvoir aller vers cette baisse tant souhaitée de collecte de déchets, de production de déchets sur notre territoire. Et de temps en temps, écoutez, il faut oser des investissements en sachant que la mesure sera très rapide dans l'efficacité du résultat. Et nous le mesurerons, j'en suis absolument certaine, en 2024. Voilà ce que je voulais dire pour mettre derrière tous ces chiffres qui ne sont pas toujours très agréables à lire, les points qui me paraissaient importants à retenir. En tout cas, je veux remercier vraiment, très sincèrement, l'ensemble des services qui sont sous pression permanente pour arriver à nos objectifs, de dépenser moins sur ce service, d'être plus efficient sur la revalorisation de nos déchets. Et enfin, je voudrais remercier particulièrement le président et la directrice de service qui ne comptent pas leur temps pour être à nos côtés et nous rappeler les engagements pris publiquement par le président. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Caliron. Alors, quelle ironie, dans ce rapport, vous nous annoncez pêle-mêle que grâce au CIP, le prix à la tonne est moins cher, que la hausse vertigineuse de la taxe d'ordures ménagères payée par les contribuables et les entreprises a permis d'améliorer la situation, mais que le budget présente tout de même un déficit important, comblé par le budget général. Après avoir augmenté la taxe d'ordures ménagères de plus de 56% depuis que vous avez pris cette compétence, vous affichez toujours un déficit de plus de 339 000 euros. Allez-vous augmenter éternellement la taxe, solution de facilité par excellence, ou allez-vous enfin chercher à gérer correctement? Car sachez-le, les habitants ont bien vu la différence sur la taxe foncière. Vous avez tout de même prélevé quasiment 1 million d'euros de plus en 2023. Et cela ne suffit encore pas.
Vous annoncez d'ailleurs un coût de traitement qui baisse de 17% grâce au CIP, et pourtant la facture explose, malgré la hausse de la taxe. Comprenne qui pourra. Sans compter la dette accumulée, qui ne figure pas, bizarrement, dans ce rapport, alors que cela permettrait d'éclairer les élus et habitants. La part de recyclage continue de diminuer, ce qui est un non-sens total dans ce contexte environnemental où les consignes de tri sont rappelées partout. Là encore, c'est le fruit de votre politique et de vos échecs. Il faut voir dans quel état sont les points d'apport. Vous dégoûtez les habitants de faire le tri. J'ai de nombreuses photos à mettre à votre disposition si nécessaire. Alors que la quantité de déchets produits a explosé depuis 2010, vous avez réussi à avoir un taux de recyclage moins important que lorsque nous gérions cette compétence. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier et nous voyons bien là que l'environnement n'est pas une préoccupation pour vous au-delà des discours. Enfin, je veux attirer l'attention de tous les élus présents. Je pense que ce rapport n'est pas exact et je voudrais une explication de votre part. Si l'on prend le coût de traitement 2022 de 1 934 000 € et des poussières et qu'on le compare au coût de traitement 2023, 2 488 000, nous pouvons constater une hausse de 553 000 €. Ce chiffre est d'autant plus étonnant que le tonnage a diminué, de peu, mais il a diminué. Que la baisse liée au CIP est intervenue en cours d'année 2022, la tonne serait passée de 193 € à 159 €. Si ces informations sont vraies, l'année 2023 aurait dû bénéficier à plein de la baisse du coût à la tonne. Or, comme je vous l'ai démontré précédemment, c'est loin d'être le cas avec plus de 500 000 € de dérapage. J'attends votre explication. Il s'agit là de chiffres très concrets issus de votre rapport. Merci, madame. Y a-t-il d'autres interventions? Madame Ricard, je vous en prie. Oui, Président. Moi, je le rappelle à chaque séance, je suis au service des habitants de ce territoire. Je ne suis pas au service de la politique, en tout cas pas celle que vous menez. Je vous rappelle, Madame Calero, que vous faites partie de la commission collecte et traitement des déchets, que vous êtes absente en permanence, alors vous ne remplissez même plus votre rôle de venir apporter votre contribution au niveau de la réflexion, et que vous profitez des séances de conseil communautaire pour vous mettre en avant avec des commentaires, des chiffres que vous analysez à votre façon. Moi, je suis sur le terrain, je suis auprès des services. Évidemment, on ne voit pas les mêmes choses, mais je crois que j'ai pas envie de mettre de l'énergie à répondre à vos remarques, parce que, voyez-vous, Madame Calero, quand on a de la haine, comme vous avez de la haine envers nous, et particulièrement envers Anthony Zilio, vous ne pouvez pas lire les choses comme on doit les lire. Vous comprenez? Ça, c'est faire de la politique. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne vais pas répondre à tout ça parce que, encore une fois, il y a des heures et des temps où on est autour de la table et où on peut travailler. Mais évidemment, travailler, c'est pas ce que vous faites. Vous préférez commenter et humilier. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc, madame, venez autour de la table, travaillons, puisque nous sommes si bêtes que ça. Amenez vos idées, vous servirez votre territoire. Et je vais laisser donc le président, s'il en a envie, vous répondre. Quant à moi, mon énergie, je la mets ailleurs. Bien, merci Madame Ricard et Madame Calero. Juste répondre sur ce rapport parce qu'il est important. D'abord parce qu'il est en préinstallation d'une unité de valorisation, vous le savez, sur la question de la valorisation des déchets ménagers. Je pense que c'est important de le dire, et dans une transition législative qui désormais facilite les marchands de matériaux de pouvoir revaloriser
les déchets et les encombrants des professionnels. C'est important parce que je pense que les chiffres de cette année 2024, avec la fin de la déchetterie aux professionnels, puisqu'aujourd'hui ils ont une filière qui est dans les professionnels comme, je ne citerai pas de marque en particulier, mais tous les marchands de matériaux désormais ont des bennes à disposition pour valoriser les filières de plaques, de placo, de bois, de gravats, qui pèsent lourdement dans les déchets et qui pour autant n'avaient pas de raison d'être financés par le particulier, et cela l'était depuis la création du système des déchets, notamment de la déchetterie. Je veux insister sur la structuration du service, vous l'avez dit Madame Ricard, mais je veux quand même le repréciser sur notamment le fait du passage en régie de la déchetterie de Bolène, puisqu'elle était, vous le savez, gérée par jusqu'alors le groupe Covet-Paprec, et elle a été prise en régie directe par notre collectivité avec une première année de plein exercice en 2023 qui vient aussi apporter des éléments notamment sur la gestion du haut de quai, uniquement du haut de quai, puisqu'il s'agit de cela en concernant la déchetterie. C'est aussi les tendances confirmées à la baisse, puisqu'on avait observé quand même une flambée des tonnages, et alors que partout sur le territoire, on observait une baisse, on observait une hausse chez nous, et on s'était rendu compte, d'ailleurs ça avait été évoqué en commission déchets, que comme nous n'avions pas des dispositions que nous avons prises, notamment sur la question de la déchetterie aux professionnels, que d'autres avaient prises avant nous, cela suscitait le fait que certains pouvaient être amenés à prendre la carte de déchetterie des habitants de notre territoire pour venir vider les déchets dans nos déchetteries, alors qu'ils n'habitaient pas forcément sur le territoire. J'ai l'exemple de professionnels qui sont extérieurs à la CCRLP, qui venaient utiliser, en faisant des travaux chez une dame, prendre sa carte de déchetterie pour venir jeter ses gravats. Et ça a été renforcé par la décision politique de Drôme Sud Provence qui nous entoure, par la décision politique de la CCAOP qui nous entoure, et puis par la mise en place de manière assez abrupte, sans faire de jugement politique, de la mise en place de la redevance incitative sur la communauté de communes de l'agglomération du Gard rhodanien, Pont-Saint-Esprit, Bagnols-sur-Cèze, qui a désormais mis des forfaits de ramassage avec des cartes permettant aux déchets ménagers d'être ramassés, non pas dans des colonnes, dans des bacs de 600 litres ou au porte-à-porte, mais bien par des fréquences de ramassage sur un système déclaratif, combien de fois par an je vais ramasser votre poubelle, etc. Et donc on a observé notamment chez toi, Tony, sur la motte, la fréquence de ces habitants du Gard qui venaient déposer leurs déchets ménagers sur les axes, soit sur l'axe de la RD 94 entre Suze-la-Rousse et Bolène, soit sur la route entre Pont-Saint-Esprit et notre territoire, où il était plus facile de déposer les déchets ménagers chez les autres plutôt que de les déposer chez soi, puisque c'était facturé au nombre de ramassages. On observe tout de même une baisse confirmée, comme déjà en 2022, par rapport à la collecte des ordures ménagères. Nous sommes bien inférieurs à la moyenne nationale, même s'il reste beaucoup à faire, on ne le cache pas, mais on l'a toujours dit. D'autres points sur lesquels nous avons travaillé avec des résultats qui se verront à partir du rapport de 2024, la vente à prix réduit de composteurs ou encore l'augmentation du nombre de PAV. L'augmentation du budget d'investissement, c'est approximatif 250 000 euros, je crois, 253 000 euros. C'est une augmentation significative de l'ordre de 70 000 euros. Mais je veux vous préciser, vous pouvez regarder le vote du budget que nous avons fait, ces 250 000 euros sont issus du produit que nous récupérons, de la valorisation du tri, et que par conséquent, nous avons mis, et je l'avais mis dans le budget, que nous redéployons des points d'apport volontaire ou des colonnes de tri à hauteur de ce que nous rapporte la valorisation. Vous le savez, il y a une collecte des ordures ménagères et du tri, colonne bleue et colonne jaune, et puis la colonne du vert, elle est séparée, c'est dans les attributions que nous avons fait. Une augmentation des tonnages qui rendait d'autant plus indispensable les changements sur l'apport et la gestion de la déchetterie, notamment sur le fait qu'en 2022, par rapport à 2022, nous avons eu 776 tonnes de plus de déchets issus des activités professionnelles par rapport notamment à ces gravats, tout ce que nous avons pu recenser. Et donc au moment où nous aurions dû voir une baisse sur les déchetteries et les tonnages, nous avons pu observer cela. L'interdiction des professionnels, Madame Ricard, vous l'avez dit,
qui est devenu acceptable grâce à la responsabilité élargie, ce dispositif qui est le REP, responsabilité élargie du producteur, qui est une disposition législative, et sur la structuration des filières qui permet justement du bois, des meubles de cuisine, de tout ce qui peut être lié à l'activité de travaux, de pouvoir le faire. Je suis en mesure de vous dire que nous avons réduit le tonnage total de 24% depuis que nous avons interdit les professionnels, c'est-à-dire lorsqu'on compare les mois de mai et juillet par rapport au mois de mai et juillet de 2023. Donc on aura les résultats, mais on aura l'occasion d'en discuter ici. C'est aussi ce travail mené au deuxième semestre 2023, au premier semestre 2024, pour améliorer, je pense, en particulier sur la déchetterie de Bolène, la qualité des installations et le parcours au sein de la déchetterie. Vous dire aussi qu'on a réussi un pari qui n'était pas forcément gagné dès le départ quand on a créé cette ressourcerie. C'est un pari réussi qui poursuit sa progression, puisque l'association d'insertion gère la ressourcerie depuis son ouverture en septembre 2021. C'est une réussite à la fois sociale, puisqu'on permet à 12 personnes pouvoir travailler, dont 45% sont bénéficiaires du RSA, mais c'est aussi une réussite sur le réemploi, puisqu'on a évité sur l'année 2023 près de 130 tonnes qui ont été réemployées contre 100 tonnes en 2022. C'est autant de déchets qui ne partent pas à la déchetterie, qui sont revendus, et donc qui n'augmentent pas et qui n'aggravent pas le tonnage de notre déchetterie. Sur le plan financier, plusieurs points d'ailleurs, c'est toujours marrant de se comparer aux autres, parce que quand vous avez transféré la compétence des déchets de la ville de Bolène à la communauté de communes, il y avait un déficit de 260 000 €, et qu'aujourd'hui, mais vous pouvez le regarder, et du coup, vous pouvez le regarder, aujourd'hui, le déficit sur l'équilibre est lié, bien évidemment, au fonctionnement, et de 163 020 €. Donc, ce qui veut dire que malgré la forte fiscalité sur la taxe générale des activités polluantes, sur les efforts du gouvernement pour renforcer les dispositions liées notamment à l'alternative de l'enfouissement et de l'incinération, nous avons, je pense, là aussi encore réussi le pari, puisque nous abondons du budget général pour 2023 en section de fonctionnement de 163 000 €, qui est le déficit, c'est-à-dire le delta entre ce que couvre la fiscalité de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le coût du service des déchets. Et il faut regarder aussi, puisque je suis là depuis quelques années et j'ai pu observer du CIERG au CIP, aux adhésions successives, l'opposition de votre groupe de la Ligue du Sud, qui me fait dire aujourd'hui que heureusement vous n'avez pas été aux responsabilités de cette collectivité, parce que si on avait pris la décision qui était la vôtre, c'est-à-dire celle de ne pas adhérer au CIP, nous aurions eu 315 000 € de déficit supplémentaire qui se seraient ajoutés aux 163 000 € si on applique le coût du traitement auquel nous nous étions soumis avant adhésion au CIP et en 2022 avec le tonnage qui est fait. Et s'il y a bien une réussite encore sur la question du coût du traitement, c'est de dire que chaque année, l'intérêt de l'adhésion au CIP se fait de plus en plus de manière évidente, puisque nous n'avons pas d'augmentation, contrairement à ce que vous dites. L'adhésion au CIP ne nous a pas fait une augmentation du coût de traitement, puisqu'il est gelé, alors même, par exemple, que la taxe générale sur les activités polluantes, elle, est passée de 45 à 52 € la tonne, sans changer quoi que ce soit. Si on applique seulement le coût de traitement auquel nous étions soumis, je l'ai dit tout à l'heure, et entre le traitement qui était avant notre adhésion, nous avons dégagé des économies supplémentaires. Et entre-temps, il aurait fallu, bien évidemment, que le coût du traitement aurait certainement continué, lui, d'augmenter avec les dispositions législatives. Sur les dépenses d'investissement, vous l'avez dit, 253 000 €. Nous renforçons l'investissement sur le matériel de précollecte, sur les conteneurs, sur le parc vieillissant et sur les colonnes de tri en vue de leur extension dans la logique que vous avez dit. C'était celle à peu près de vouloir à la fois enlever la question des biodéchets. Les biodéchets dans les composteurs, c'est à peu près 80 kg par an par habitant. C'est colossal. Et donc, ça permet, je crois, de pouvoir réduire une fiscalité à hauteur de 25 000 habitants. On voit bien qu'on tombe à 350, 360 000 € de fiscalité de TGAP qu'on enlève
dans le coût du déchet, rien qu'en mettant en place les composteurs collectifs ou les composteurs individuels. Alors, je sais que ça peut, ici ou là, faire sourire, mais je pense que c'est très important que de faire en sorte de pouvoir créer une politique globale qui consiste à valoriser les biodéchets, et il y en a beaucoup. Nous avons bien évidemment, vous l'avez dit, mais des reports qui sont assez compliqués à comprendre, mais qui sont ceux que le CIP nous a rendus, par exemple, qui nous avait facturé en 2023 près de 100 000 euros, qui nous a rendus en 2024. Ces 100 000 euros auraient dû apparaître au bilan comptable de 2023. Il n'apparaît pas parce qu'il y a eu une surévaluation de nos tonnages par rapport à la réalité qui nous a été rendue l'année d'après, et donc le rapport ne tient pas compte de cette refacturation. On a eu aussi en 2022, l'abondement était de 83 000 euros, mais on avait eu dans les recettes d'investissement figuré une subvention exceptionnelle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de près de 700 000 euros dans le cadre d'intervalle, ce qui a certes sur 2023, les recettes du service ne suffisent pas encore à financer les dépenses, mais sans encore anticiper le rapport que je vous dis avec toutes les dispositions que nous avons prises, il semble désormais clair que les efforts produits en 2023 ont largement produit leurs fruits sur 2024, notamment sur l'interdiction des professionnels en déchetterie, sur ce compostage individuel, sur le compostage collectif, sur les points d'apport volontaires, et sans oublier le dispositif Ciproval que nous avons inauguré ce matin et qui vient modifier à notre profit l'économie du traitement des déchets dans une phase d'amorce de Ciproval qui verra demain tous ces co-déchets, tous ces coproduits valorisés sur le marché international, je l'espère. Voilà ce que je voulais vous dire sur les déchets. Donc il est toujours facile de critiquer, surtout quand on n'a pas montré l'exemple. Et donc j'ai répondu, je crois, à l'ensemble des intervenants. Voilà, il s'agissait de prendre acte. Je vous propose de passer au rapport numéro 12. Il s'agit de l'avenant de transfert sur le marché de collecte, le tri et le traitement des déchets ménagers assimilés. C'est le lot numéro 1 sur la collecte des OMR et des recyclables et des porte-à-porte et en apport volontaire. Madame Ricard, vous avez la parole. Donc vous avez certainement suivi ce qui se passe pour la société Écodéchets, qui est en difficulté, qui est en redressement judiciaire. Donc ici, il faut acter donc cette signature d'avenant qui va permettre à la société, qui permet à la société Nicolin de reprendre donc le service tel que organisé par Écodéchets et d'autoriser le président à signer cet avenant de transfert pour le lot numéro 1. Des questions? Merci. Y a-t-il des questions? Madame Bompard. Oui, sur cette délibération, je me rappelle que vos services nous avaient donné rendez-vous, alors que nous attendions un rendez-vous depuis le mois de novembre. Nous avons eu rendez-vous le 23 décembre à 14 h, parce que nous voulions des informations sur ce marché que vous aviez passé, qui nous semblait extrêmement tiré par les cheveux. Le résultat aujourd'hui, on le voit, puisque la boîte a fait faillite. Alors, vous vous vantez toujours d'être plus intelligent que nous, d'être plus intelligent, voilà, hein, plus intelligent, meilleure réussite, etc. Or, déjà, ce marché, vous l'avez foiré, largement foiré. Je dois dire que quand nous avons demandé les précisions, etc., tout était barré en blanc. On ne pouvait rien voir, alors que ce sont des marchés publics et que ça doit être rendu public. Mais on nous disait que la CADA avait dit que non, etc. etc. Bon, donc ce qui prouve quand même que ce n'était pas très clair. Et aujourd'hui, on en paye le prix, effectivement, puisque cette boîte a fait faillite et que forcément, ça crée des désagréments, outre ce qu'a vécu la population pendant des années. Alors, madame, puisque vous êtes en charge du dossier, je vous dirais que madame Calero n'a pas du tout été ni insultante, elle a été extrêmement factuelle. Alors, madame Bompard, vous n'avez plus la parole. Il s'agit de l'avenant du marché. Vous parlez d'une commission à laquelle vous ne siégez pas.
Donc vous êtes hors de propos. Je vais donc vous répondre, c'est terminé, vous n'avez plus la parole. Je vais donc vous répondre. Non, non, vous n'avez pas, vous avez terminé parce que vous faites des digressions. Et en cette rentrée, j'ai pris de bonnes mesures. Désormais, lorsque vous sortez de la délibération, vous aurez un rappel au règlement qui sera écrit dans le procès verbal, en accord avec la sous-préfecture. Et donc, vous sortez du cadre de l'intervention. Pour répondre à cet avenant de transfert, je rappelle à tous ceux qui seraient émis d'un doute face à tant de mensonges que il y a un jugement du tribunal de commerce qui, en date du 2 mai, a prononcé le redressement judiciaire de la société Écodéchets, que la société Écodéchets, c'est très grave ce que vous dites, a été très légalement validée puisqu'elle a fait l'objet d'un vote du conseil communautaire qui lui a attribué le marché, comme la loi lui oblige, à l'issue d'une commission d'appel d'offres. Certes, vous n'êtes pas assez dans votre groupe pour être représenté à la commission d'appel d'offres, mais non, contrairement à l'année dernière ou l'année d'avant, c'était M. Morand qui y est siégé, mais cette année, vous n'avez pas pu. Mais donc, la commission d'appel d'offres a eu lieu, il y avait la répression des fraudes qui est présente, et il y a eu une attribution en bonne et due forme. Le redressement judiciaire, ça peut arriver à n'importe quelle société. Un mandataire financier a été nommé. À l'issue de ce mandatement, il m'a demandé ce que nous souhaitions faire. Je lui ai dit que je souhaitais le moins de perturbation du service au public et que par conséquent, je le chargeais de défendre, bien évidemment, les intérêts de la société Écodéchets et du mandataire qu'il avait nommé par le tribunal de commerce, mais que moi, ce qui m'importait, c'était cela. Et force est de constater que depuis le 1er août, la société Nicolin a repris l'activité de la société Écodéchets, que j'ai pas vu des manifestations devant la communauté de communes, ce qui prouve que la société a fait ça avec un très grand sérieux, qu'il n'y a eu aucune perturbation, que tous les documents, contrairement à ce que vous dites, sont consultables, que le règlement de la concurrence commerciale impose que les entreprises qui n'ont pas été choisies ne doivent pas apparaître intuitées personae publiquement, mais ça c'est pas moi qui l'invente, et que, je le dis au passage de tous ceux qui aujourd'hui donnent des leçons après que cette société ait été redressée, qu'il ne nous était pas possible d'attribuer à quelconque autre société l'attribution du marché, quand bien même la sortante ou autre, parce qu'on ne respectait pas les règles de concurrence. Je rappelle qu'il y avait 300 000 € d'écart entre la société que nous avons retenue et les sociétés précédentes, et qui prouve que si elles étaient, comment dire, dans une infraction quelconque, nous aurions eu un rappel aux règles évidentes d'attribution des marchés publics. Et au passage, je le dis, c'est le financier qui parle, ce redressement et cette, comment dire, l'attribution de cette société a quand même fait faire un gain à la collectivité de près de 550 000 € sur toute l'activité d'Écodéchets depuis que nous lui avons attribué par rapport à un autre concurrent. Voilà. Et que par conséquent, il était impossible de faire d'autres choix. Donc je peux tout entendre, les joutes politiques, que je suis un mauvais gestionnaire, tout ce que vous voulez, mais sur le respect, non, mais sur le respect des règles, madame, je sais que peut-être qu'ailleurs ça se passe pas comme ça, mais ici, je peux vous le dire, que nous respectons les règles, que ce soit sur le temps de travail ou sur les budgets. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Mossy. Très brièvement, Président. Allez-y, votre micro. Très brièvement, Président, je comprends l'urgence face à la situation judiciaire d'Écodéchets. Ce qui est peut-être regrettable pour les élus, c'est que, bon, on a suivi par la presse, puisque Écodéchets a aussi défrayé le Grand Avignon et ailleurs, c'est qu'on est appris ou par la boîte aux lettres ou par les journaux. Il aurait été bon de faire un email aux élus communautaires pour leur dire voilà ce qui se passe, et voilà la situation, et voilà la décision qu'on prend. C'est une simple observation sur ce sujet-là. Je ne ferai pas l'intervention que j'ai faite l'année dernière, mais on est bien lié avec ces sociétés privées, et on voit bien qu'on passe de l'une à l'autre sans pouvoir trop négocier. Donc j'insiste, je persiste toujours dans ma démarche de régie. Et puis je dirais, comme on disait à l'école, c'est QFD. Hein. S'il fallait démontrer qu'on est bien lié avec ces sociétés-là, c'est que finalement on passe de l'une à l'autre. Et puis que demain, quand il faudra renégocier le tarif, vous verrez que Nicolas ne nous fera pas de cadeau, malheureusement. Bien, j'entends ce que vous dites. Sur la question du timing et de l'ordonnance du mandataire, qui m'a dit dans l'été que je devais prendre une décision très rapidement
et que j'étais soumis à la décision du tribunal de commerce, je n'avais pas à m'épancher sur la place publique de cette décision-là, parce qu'elle ne m'appartenait pas, elle appartenait au mandataire, et que ma responsabilité, c'était celle d'aller très très vite. Voilà. Et donc, je peux vous dire, au moment où je vous parle, puisque l'idée que vous posez sur la table est une idée qui a fait écho dans ma tête bien avant que vous nous en parliez, c'était celle de pouvoir permettre de comparer la question de la régie sur le tri, sur la collecte des ordures ménagères. J'ai donc lancé un marché pour permettre justement qu'il y ait des entreprises qui répondent à ces lots. À la fois, je reprécise, un lot qui est lié aux ordures ménagères et aux colonnes de tri bleues et jaunes, parce que c'est le montage qui avait été fait, qui a été validé par le conseil communautaire. La colonne de tri de vert, elle, est indépendante et attribuée, et de permettre justement, par rapport aux équipements, aux potentielles locations, au personnel à mobiliser, la comparaison de ce service géré en régie ou géré par une délégation de service public. Les chiffres tomberont, ils seront publics, ils interviendront prochainement, et nous aurons l'occasion d'arbitrer tout cela de manière très tranquille. Je veux juste dire que tout ce qui est posé d'un point de vue de cet aspect de déchets, comme sur d'autres thématiques de gestion, notamment sur la question de la délégation de services publics ou de la prestation de services, est totalement transparente. Aujourd'hui, c'est un expert comptable qui nous a dit voilà ce qui permettrait de renflouer la société écodéchets. Ma responsabilité, ce n'est pas de renflouer la société écodéchets, parce que si la société écodéchets ne nous avait pas dit que ce déficit était dès le départ à l'attribution, on n'aurait certainement pas choisi. Voilà ce que j'ai dit au mandataire et aux représentants de la société écodéchets. Mais que ce delta de 300 000 € nous a contraints de les choisir. Et que par conséquent, il y aurait une rupture d'égalité des candidats à ce qu'on puisse renflouer du montant des autres de ceux qui avaient répondu auparavant. Voilà, je n'ai pas pu être plus clair que ça. Et donc la décision s'est faite de manière très rapide avec ces mandataires qui sont arrivés de Lyon et qui nous ont dit, voilà monsieur, comment ça va se passer. Mais vous êtes tous dans la même boucle, c'est-à-dire le Grand Avignon, 13 collectivités qui étaient dirigées par écodéchets de cette direction-là, parce que j'ai bien compris qu'il y avait d'autres directions dans le pays. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc il s'agit de signer l'avenant de transfert au lot numéro 1, tel que découlant des stipulations du tribunal de commerce de Lyon sur le rapport que vous avez et de m'autoriser à avancer dans ce dossier. Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre, adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 13, il s'agit du rapport d'activité sur le syndicat mixte du bassin versant du Lez, et donc je rappelle que M. Grappin ne prend part ni au débat, puisqu'il n'y a pas de vote. Monsieur Garcia, pardon. Merci, Président. Mesdames, Messieurs, il s'agit, comme nous l'impose la loi, du rapport d'activité 2023 du syndicat mixte du bassin versant du Lez, considérant que les établissements publics de coopération intercommunale doivent adresser chaque année aux communes membres un rapport retraçant leur activité, que ce rapport doit faire l'objet d'une communication à l'organe délibérant des communes membres, que le Code général des collectivités territoriales prévoit l'extension de ces dispositions aux syndicats mixtes, que le syndicat exerce la compétence GEMAPI et que ce rapport doit faire l'objet d'une présentation au Conseil communautaire. Le Conseil communautaire est appelé à délibérer pour prendre acte du rapport d'activité 2023 du syndicat mixte du bassin versant du Lez. Merci, Monsieur Garcia. Peut-être préciser deux éléments financiers qui peuvent peut-être être intéressants de porter à votre connaissance. D'abord, vous dire que l'année 2023 s'est résumée aux travaux de protection de la ville de Bolène contre les crues, d'occurrence 1,90 sur le Lez à Bolène, que nous avons maintenu pour près de 143 000 € des travaux d'entretien de cours d'eau, que nous avons accompagné les élus communaux dans le cadre de la gestion de crise d'inondation avec notre téléalerte et que nous avons mis en place tout un schéma de cohérence au travers du schéma d'aménagement et de gestion des eaux pour faire en sorte que du petit et du grand cycle de l'eau, de l'agriculteur à l'usager dans sa cuisine, il y ait quand même une cohérence sur la gestion des eaux sur l'ensemble du bassin versant du Lez, qui a fait l'objet d'une enquête publique en avril-mai de cette année et qui devrait être déclarée opérationnelle par les préfets de la Drôme
avant la fin de l'année 2024. Nous avons changé les statuts du SMBVL comme je m'y étais engagé. Vous savez qu'on devait réévaluer les participations financières et notre participation financière a été revue à la baisse au regard des potentiels financiers et de l'activité de notre collectivité. Nous sommes passés de 42,7% à 41,4% sur l'année 2024 avec une participation de 347 000 euros sur cette délibération adoptée fin 2023. Enfin, sur la gestion financière du syndicat, les résultats financiers témoignent de la bonne santé financière de notre syndicat du Lez, un volume de dépenses 2023 de près de 4 millions d'euros, un résultat global de clôture excédentaire de 829 000 euros et du personnel encore subventionné, je ne sais pas pour combien de temps, par l'agence de l'eau et les partenaires à hauteur de 35% et un endettement réduit qui représente moins d'une année de produits de fonctionnement. Voilà ce que je voulais vous dire sur le syndicat mixte du bassin versant du Lez, notamment sur l'année 2023. Est-ce qu'il y a des questions? Rapport numéro 14, il s'agit de décisions modificatives au budget principal. Je vais donc vous les présenter. C'est une décision modificative qui intervient sur donc la première décision modificative sur le vote qui a été fait en début d'année. Cette décision correspond à des ajustements, notamment concernant des régularisations comptables et fiscales, notamment en recettes de fonctionnement et des crédits au chapitre d'ordre. Vous avez le chapitre 042 qui est relatif à une reprise d'amortissement sur une subvention versée et à un complément sur les subventions qui sont amortissables. Et cela s'accompagne d'une réévaluation des recettes de fiscalité de la communauté de communes afin de prendre en compte les ajustements des états fiscaux, puisque nous rajoutons 171 000 euros et 3 000 euros sur le chapitre 42 dans les recettes de fonctionnement. En dépenses de fonctionnement, il est nécessaire de réévaluer à la hausse quelques postes, notamment au niveau du chapitre 14, où vous avez, il est nécessaire de prévoir les crédits relatifs au fonds de péréquation, le FPIC, qui avait été évalué à 2 millions d'euros au moment du budget, et nous avons eu les écritures du Trésor public qui s'établit à 2 41 456, qui est donc repris dans ce chapitre. Par ailleurs, l'État a procédé au recalcul des compensations au titre de 2023. La CCRLP avait bénéficié de surversement, elle doit donc rembourser pour des dégrèvements fiscaux à hauteur de 17 000 euros, pour la quote-part de TVA au titre de l'ancienne taxe d'habitation 21 700 euros et 15 500 euros sur la quote-part de TVA au titre de l'ancienne CVAE. Voilà pourquoi nous avons ces modifications ici. En ce qui concerne, donc vous avez tout le détail sur la question des dépenses de fonctionnement, sur des remboursements par rapport à ce que nous avions ouvert. En ce qui concerne, donc à noter quand même quelques points, car il se trouve des crédits de contrepartie en dépenses et en recettes d'investissement, les uns des autres. On a au chapitre 21 le 312, 318 et 7311 des réévaluations d'investissement sur des bâtiments scolaires et sur des bâtiments administratifs qui sont mis à disposition, avec une évaluation qui nous permet de rehausser cette décision modificative par rapport au budget primitif. Et en dépenses d'investissement, on retrouve à la fois la contrepartie des recettes de fonctionnement qu'on retrouve au 42, c'est-à-dire une reprise d'amortissement, un complément sur les subventions qui sont amortissables et la contrepartie des dépenses évoquées précédemment pour l'éligibilité au FCTVA, ce qui nous fait une DM de 91 386 euros équilibrés en investissement. Voilà pour cette décision modificative et les éléments que je voulais porter à votre connaissance. Il est donc proposé d'approuver cette modification du budget et je réponds à vos questions s'il y en a. Qui s'abstient? Abstention de la Ligue du Sud et de M. Mossy, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 15, il s'agit du budget de la zone d'activité Pan-Europarc. Nous finalisons au chapitre 42 dans les variations des encours de biens. Nous rajoutons 500 000 euros pour finaliser le paiement des fermiers après avoir dépensé près de 3,4 millions d'acquisition de parcelles sur la ZAC, avec cette délibération du 11 juin qui vient faire une promesse à hauteur de 9 millions d'euros de vente des parcelles à la société Argan, et puis des missions d'expertise rurale avec des experts agricoles, etc., etc. Et donc cette délibération vient s'équilibrer à hauteur de ce ratio de 500 000 sur la rupture des baux ruraux auprès des propriétaires, enfin des fermiers, pas des propriétaires, pardon,
puisque les propriétaires en ont déjà fait l'acquisition. Voilà cette décision modificative qui concerne des écritures de stock et puis d'équilibre que cela entraîne. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Je vous remercie à l'unanimité. Sur le rapport numéro 16, il s'agit de la décision modificative sur le budget annexe de l'Office de tourisme. Il s'agit d'une dotation aux amortissements sur les frais d'un logiciel informatique que vous retrouvez au chapitre 21. 21 838, autre matériel informatique, que nous n'avions pas prévu au BP, puisque le BP, je vous rappelle, était prévu en crédit ouvert 0. Il convient donc d'ouvrir 1 000 € et de répercuter ces 1 000 € dans les dotations d'amortissement et dans des recettes de fonctionnement pour équilibrer notre décision modificative qui, contrairement à l'État, doit être équilibrée. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport numéro 16? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre, adopté à l'unanimité. Le rapport 17, il s'agit de la ventilation du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, sur la répartition du prélèvement. Vous avez vu dans les décisions précédentes que nous l'avons monté à 2 41 456 €. Et vous avez la totalité de la ventilation par commune sur le montant prélevé de droit commun et sur les variations en valeur absolue. Il vous est donc proposé de modifier librement la répartition entre la CCRLP et ses communes selon les dispositions suivantes, c'est-à-dire la prise en charge du fonds de péréquation par notre collectivité et d'approuver cette répartition. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre, à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 18 fait état de toutes les entreprises et sociétés au regard de l'article du Code général des impôts qui peuvent faire la demande auprès de la collectivité organisatrice de la compétence des déchets de pouvoir être exonérés puisqu'ils ont leurs propres moyens. Nous délibérons aujourd'hui pour l'année prochaine et donc vous avez l'ensemble des sociétés que je ne citerai pas mais que vous avez qui ont demandé à être exonérés de cette fiscalité parce qu'ils se sont organisés par eux-mêmes avec des sociétés qu'ils payent directement. Donc il faut délibérer pour approuver l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2025 pour ces entreprises qui sont dans ce tableau. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport 19 est un rapport financier qui est demandé par la direction des finances publiques sur la durée d'amortissement du patrimoine au regard de la nouvelle disposition comptable M57. Il est proposé de fixer à 700 € en application du Code général des collectivités territoriales le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur s'amortissent sur une durée d'1 an. Et donc vous avez l'ensemble des chapitres et articles. Il vous est donc proposé de délibérer en application des durées d'amortissement récapitulées, de fixer à 700 € TTC le seuil en dessous duquel les biens dits de faible valeur sont amortis sur une durée d'1 an et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre, à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport suivant, il s'agit d'une disposition financière suite au projet que nous avons porté sur l'investissement d'un montant total de 814 038 € et 8 centimes sur la subvention de la Fédération française de tennis pour la construction d'un court de tennis couvert à Mondragon. Je vous le résume rapidement. La Fédération française de tennis verse ses subventions aux associations et pas aux collectivités. Nous proposons donc dans cette délibération de porter une convention qui vient régulariser la subvention de la Fédération française de tennis à celle qui a porté l'investissement pour un montant de 35 000 €. Et donc de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Rapport adopté à l'unanimité. La séance du Conseil communautaire est terminée. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très belle soirée.